La table ronde suivante, alors qui est plus sous forme de conférences sur la notion de abstrait, non abstrait, le médium photographique en question, voilà, qui pose la question même de la notion d'abstraction, comment la notion d'abstraction notamment s'invite dans la photo, dans le primat du documentaire. Et comment il aide à le redéfinir. C'est Julie Martin qui va intervenir sur cette question. Et puis, comment la technique, même photographique, va aboutir aussi à des approches abstraites. Alors, pour présenter rapidement Julie Martin et Héloïse Connessa. Donc, Julie Martin est critique d'art et commissaire d'exposition. Mais elle est surtout doctorante en arts et sciences de l'art au sein du laboratoire Ella Creatis à l'université de Toulouse. Vous avez fait une thèse. Alors, je n'ai pas l'intitulé exact de la thèse. C'est bon, ouais. C'était une thèse sur les pratiques documentaires à l'ère des flux. C'est ça, qui est le thème central de votre réflexion et de vos recherches aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous entamez cette année 2019-2020. Vous étiez boursière du Centre allemand d'histoire de l'art autour de ces questions, j'imagine. Et donc, vous allez intervenir sur cette question de l'abstraction et du documentaire, notamment. Et Héloïse Connessa qui interviendra ensuite. Donc, vous êtes aussi historienne, comme historienne de la photographie, et plus particulièrement de la photographie contemporaine. Et vous êtes actuellement donc conservatrice du patrimoine à la Bibliothèque nationale de France. Vous avez évidemment en charge la collection de la photographie contemporaine. Donc vous êtes commissaire depuis 2015 avec Didier Feiss des diverses éditions de la Bourse du Talent qui sont présentées à la BNF. Donc vous avez vraiment un regard très pointu sur la création actuelle. Et vous avez été commissaire de différentes expositions remarquables et remarquées aussi, qui a été l'exposition Paysage français, une aventure photographique, qui a été présentée à la BNF en 2017. Et surtout actuellement à voir absolument au Grand Palais, l'exposition Noir... Bien sûr, comme nous tous actuellement, oui. Bien sûr. Je pense que tout le monde oui, qui devrait, voilà. Mais bon. Mais à la BNF, on présente l'exposition Koudelka. Voilà, donc il y a Koudelka à la BNF, et en tout cas, vous avez travaillé. Donc, si l'exposition, c'est effectivement comme tous les projets, on est dans l'expectative actuellement. Mais enfin, c'est un projet sur lequel de longue date. Sur la question du noir et blanc dans les collections justement de la bibliothèque, de la BNF. Voilà un très beau projet et voilà, vous interviendrez sur cette question de la technique et de la matériologie, notamment dans la question de l'abstraction. Je laisse la place à Julie Martin. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis ravie de venir présenter mes recherches. J'aimerais vous présenter un ensemble d'œuvres photographiques dans laquelle l'apparence abstraite n'est pas une entreprise formaliste ou une expérimentation du médium, mais relève d'une ambition documentaire. Alors, je qualifie de documentaire des œuvres qui proposent un récit du réel, un événement ou un phénomène social ou culturel, l'existence d'un être, de n'importe quel fait en fait avéré qui peut devenir le sujet du documentaire. Le documentaire, je le définis aussi comme un objet ou une forme qui suppose un contrat tacite entre l'auteur et le spectateur, un contrat qui est basé sur la vraisemblance des informations transmises. Enfin, et plus spécifiquement dans le champ de l'art, le documentaire induit une autoréflexion, une reconnaissance que la médiation des informations n'est jamais neutre. Le documentaire produit une pensée sur les sources, leurs usages et les modalités de représentation. Plusieurs artistes qui adoptent une démarche documentaire optent depuis quelques années pour des images qui se dérobent à une identification immédiate ou du moins efficace et qui semblent de fait entrer en contradiction avec l'intention documentaire telle que je viens de vous la décrire. C'est cet apparent paradoxe que je souhaiterais examiner avec vous aujourd'hui, tout d'abord en le replaçant dans son contexte médiatique. Alors, le XXIe siècle, on l'a souvent répété, inaugure une nouvelle ère des représentations où la croyance dans la supposée puissance des images est tout autant renouvelée qu'attaquée.
Clément Chéroux a décrit dans Diplopie comment la gémellité des tours permit le 11 septembre 2001 de filmer en direct l'impact du deuxième avion, qui ne cessa pendant plusieurs jours de se réitérer sur nos écrans de télévision et les unes de nos journaux. La nécessité d'une réplique militaire s'est immédiatement imposée au gouvernement états-unien, si bien que 2 ans plus tard, une vue aérienne de bâtiments présentée par Colin Powell devant le Conseil de sécurité de l'ONU devenait la preuve, aujourd'hui démentie, de l'existence d'usines d'armement en Irak et justifiait l'intervention de l'armée états-unienne. En 2004, les photographies de torture prises par des soldats à Abu Ghraib ont immédiatement été diffusées comme la preuve irréfutable de pratiques inhumaines au sein de l'armée états-unienne. Pour leur analyse, je renvoie au travail de Suzanne Sontag, de Judith Butler ou encore d'André Günther. Depuis, des usages contemporains d'automédiation, des diffusions s'effectuant hors des médias d'information et de communication traditionnels sans validation préalable de quelques autorités que ce soit, attestent du rôle que peuvent jouer les images dans la fabrique des récits portés sur le réel. À titre d'exemple, on peut penser aux photographies prises par des amateurs dans le métro à Londres lors des attentats de 2005. Ces exemples manifestent la complexité d'une situation dans laquelle l'image est tour à tour discréditée et acclamée. C'est corrélé à ce contexte qu'émergent, à mon sens, des pratiques documentaires qui ont l'apparence de l'abstraction et qui sont apparemment mutiques. Alors, au risque de faire violente à la singularité de ces propositions artistiques, je propose un essai de typologie de quelques-unes de ces formes les plus singulières, en distinguant plusieurs implications de l'abstraction. Révéler des phénomènes invisibles, critiquer les médiatisations des événements par les organes de presse dominants et manifester les biais idéologiques qui interfèrent dans notre rapport au réel. Certains artistes documentaristes ont recours à la photographie pour révéler ce qui est dissimulé aux yeux du grand public. An American Index of the Hidden and Unfamiliar, réalisé en 2007 par Taryn Simon, and The Other Night Sky, commencé la même année par Trevor Paglen, sont des séries à ce titre exemplaires, car elles comptent aux côtés de photographies tout à fait figuratives plusieurs tirages d'apparence abstraite. Taryn Simon dresse dans sa série un inventaire de ce qui demeure caché et soustrait au regard à l'intérieur des États-Unis, tandis que Trevor Paglen photographie des ciels nocturnes pour déceler la trace de satellites classés secrets en orbite autour de la Terre. Tous deux utilisent les réglages subjectivants de l'appareil, que constituent le cadrage, la distance à l'objet, la netteté, si bien que certaines de leurs photographies deviennent parfois, aux yeux des néophytes en tout cas, des images quasiment abstraites. Le terme abstrait est ici entendu comme l'antonyme de la figuration, mais également comme le résultat de l'opération qui consiste à extraire, à isoler certaines caractéristiques d'un objet. Le philosophe Wilhelm Flusser utilise le terme d'abstraction dans cette deuxième signification pour désigner l'interférence de l'appareil photographique qui accomplit, dit-il, des réductions des 4 dimensions de l'espace-temps aux 2 dimensions de la surface. En usant de fond noir, Taryn Simon mystifie davantage les objets photographiés. Chez Trevor Paglen, l'usage de puissants téléobjectifs et l'étirement du temps de pause restituent la trajectoire des satellites secrets qui n'apparaissent jamais ainsi à notre regard. Ces images viennent souligner l'opacité d'une société qui soustrait au regard certains objets et certains phénomènes. Ces images viennent aussi rendre perceptible l'insuffisance de la photographie pour révéler ce monde. Reprenant les mots de Bertolt Brecht, Walter Benjamin écrivait déjà en 1931 dans Petite histoire de la photographie cette phrase devenue célèbre « Moins que jamais, une simple reproduction de la réalité n'explique quoi que ce soit de la réalité. Une photographie des usines Krupp ou AEG n'apporte à peu près rien sur ces institutions. » Trevor Paglen et Taryn Simon ont conscience de l'embarras de la photographie à transmettre des connaissances ou à permettre la constitution d'un savoir. Plutôt que de tenter d'enregistrer la supposée limpidité du monde à travers un médium supposé tout aussi transparent, ils vont plutôt s'employer à formaliser le caractère impénétrable d'objets dissimulés au regard. Toutefois, afin de satisfaire la curiosité du spectateur et d'extraire celui-ci de l'impasse provisoire dans laquelle les images semblent l'avoir conduit, Taryn Simon et Trevor Paglen écrivent des légendes et des textes qui accompagnent leurs images.
Pour Walter Benjamin, aux côtés du cliché doit intervenir la légende, qui engraine dans la photographie la littéralisation des conditions de vie et sans laquelle toute construction photographique demeure incertaine. L'analphabète de demain, ajoute-t-il, ne sera pas celui qui ignore l'écriture, mais celui qui ignore la photographie. Mais ne vaut-il pas moins encore qu'un analphabète le photographe qui ne saurait pas lire ses propres épreuves? La légende ne deviendrait-elle pas l'élément le plus essentiel du cliché? Les légendes écrites par Taryn Simon et Trevor Paglen désignent ce qui est représenté sur l'image, tandis que les textes factuels plus développés fournissent au lecteur un ensemble de renseignements lui permettant de saisir les raisons de la dissimulation que l'image seule ne peut fournir. Chez Taryn Simon, les cercles bleus luisants se révèlent être des déchets nucléaires dont le texte nous apprend que la lueur bleue résulte de l'effet Cherenkov, qui matérialise les radiations électromagnétiques émises par une particule chargée quand celle-ci libère son énergie et passe plus vite que la lumière à travers une matière transparente. Le spectateur apprend également que le complexe de Hanford abrite 1936 capsules de déchets nucléaires en acier inoxydable, immergées dans un bassin d'eau et renfermant chacune du césium et du strontium. Ensemble, elles contiennent plus de 120 millions de curies de radioactivité. Selon les estimations, il s'agirait de la plus forte concentration aux États-Unis. L'objet incandescent photographié par l'artiste est un cadre de revolver Smith & Wesson forgé à chaud. Le texte accompagnant le cliché stipule notamment que l'Institut d'action légale de l'Association nationale des détenteurs d'armes estime actuellement à plus de 200 millions le nombre d'armes à feu possédées par des particuliers aux États-Unis. Parmi celles-ci, on compte plus de 70 millions de pistolets. Dans la série The Other Night Sky de Trevor Paglen, le texte permet d'interpréter les cercles concentriques présentés sur une photographie comme les sillons lumineux de satellites de reconnaissance au-dessus du col de Sonora, car cette image résulte d'une pause de 4 heures du ciel nord de la Sierra Nevada. Au moins 10 satellites sont visibles dans le ciel, dont 9 sont des satellites de reconnaissance américaine et russe. En plus de ces satellites, il existe de nombreuses traces d'avions dans l'image. Elles peuvent être distinguées des satellites par les séries de points sur leur trajectoire. Il ne s'agit pas pour les deux artistes de mettre en œuvre une complémentarité du code iconique qui serait de l'ordre du désir, de la séduction et de l'affect, avec l'ordre linguistique qui serait du côté de l'information et du rationnel. Il s'agit de déclencher une augmentation de sens produite par le double régime textuel et visuel. La photographie est chez eux une surface où se négocie une survivance du réel, malgré les opérations déréalisantes de l'appareil et du photographe qu'il pousse à l'extrême. Dès lors, les photographies présentées dans leur série viennent attester les informations textuelles. Dans un geste réciproque, l'ensemble des données présentes dans les textes accentue les effets de réel de l'image. Plutôt qu'une réflexion générale sur les capacités de la photographie à transmettre le réel, d'autres artistes s'intéressent au récit fondateur du photoreportage, particulièrement alimenté par l'idée d'une transparence du médium photographique. En juin 2008, le duo d'artistes formé par Adam Bromberg et Oliver Shanarin intègre l'armée britannique au titre de photojournalistes embarqués en Afghanistan. Ils emportent avec eux un rouleau de papier photographique de 50 mètres de long, protégé de la lumière dans une boîte hermétique. Au lieu d'enregistrer les différents drames consécutifs au conflit, alors que le moment est particulièrement meurtrier, les artistes attendent le 5e jour pour dérouler le papier photosensible au soleil. Le jour durant lequel aucune victime n'a perdu la vie, accordant à l'œuvre son titre « The Day Nobody Died ». En l'absence d'un objectif pour focaliser la lumière, de grandes traces abstraites, colorées, apparaissent, matérialisant ce qui importe habituellement peu aux photojournalistes, l'absence d'événements. L'ensemble des réglages de la composition et de la luminosité, dont le photographe est habituellement l'auteur, qui vise à améliorer l'image, ici réduit à néant, tout en constituant un enregistrement, une empreinte qui honore le paradigme indiciaire de la photographie et les usages assertifs de la presse. Ces images résistent aux modalités du témoignage et de l'illustration qui organisent habituellement la reconnaissance et le récit des événements.
À l'ère numérique, ce procédé primitif dans l'histoire de la photographie constitue un effort pour transformer une technologie foncièrement multiple en des originaux. Selon les artistes, alors que les images fabriquées par un appareil photographique effacent les marques de leur fabrication, ces images sont constituées de ces marques et de rien d'autre. En s'appuyant sur les écrits de Wilhelm Flusser et sur son incitation à jouer contre les appareils, l'historien de l'art Marc Leno a récemment entrepris de démontrer la force de résistance du photogramme en contexte connecté. En se concentrant sur l'appareil photographique et son élaboration, sur l'objet photographique, et son élaboration, plutôt que sur sa représentation, ce procédé défie les règles standards de la production de l'image numérique, potentiellement automatique et moins empirique. Cette stratégie remet en cause le rapport aux représentations conflits et invite à un autre mode d'approche que celui offert habituellement par la photographie de presse. Avec Portable Monuments, créé en 2012, les deux artistes, Bromberg et Shanarin, poursuivent la déconstruction des photographies d'actualité. Les images de cette série présentent des empilements de cubes colorés aux teintes acidulées, qui peuvent évoquer autant des jeux éducatifs que les diagrammes qui sont utilisés dans les champs de l'économie et de la sociologie. Leur fond blanc dématérialise les cubes, les transformant en simples figures géométriques flottantes, désincorporant la représentation et réduisant drastiquement la possibilité d'une narration. Ces accumulations cubiques sont le résultat d'une codification élaborée et réaffinée pendant des workshops conduits par les deux artistes auprès d'étudiants et d'amateurs. En amont de l'atelier, les artistes sélectionnent une photographie présente dans la presse qu'ils soumettent à l'analyse des participants à travers une série de 20 questions, telles que à quelle distance est le photographe du sujet, quel est le degré de violence affiché, quel est le degré de violence implicite, quelle est la résolution de l'image. Pour répondre, les membres du groupe utilisent de petits dés colorés que vous voyez sur la table, dont la taille et la couleur sont proportionnellement définies par la réponse. L'assemblage est ensuite photographié. La méthodologie est volontairement empirique. L'ingénuité des cubes vient souligner la faiblesse scientifique du codage, tout comme les tours de cubes susceptibles de s'effondrer à tout moment témoignent de son caractère instable. Elle produit néanmoins une forte disjonction. Par exemple, les terroristes filmés par le réseau de surveillance alors qu'ils pénètrent dans le métro avant les attentats londoniens en 2005 devient une composition de 15 cubes de taille et de couleurs diverses. Donc, dans ce glissement d'un fait dramatique à une représentation apaisante, dont les tons pastels viennent appuyer le caractère ingénu, s'opère une forme d'humour noir, particulièrement grinçant, qui invite à la vigilance. Les théories de la photographie se sont largement appuyées, on en a parlé ce matin, sur le triptyque icône, symbole, indice, défini par le sémiologue Charles Sanders Peirce, qui décline la relation de la représentation à l'objet selon ces trois modalités. La photographie, dans les médias d'information, s'appuie sur le lien indiciel entre la représentation et le référent, c'est-à-dire sur une continuité entre l'événement et l'image au moment de sa création. Elle institue également une relation iconique, fonctionnant sur une ressemblance entre l'objet photographié et sa représentation photographique. Si les images créées lors du workshop mené par Bromberg et Shanarin établissent bien un lien iconique et indiciel avec les cubes photographiés, elles entraînent une scission avec la photographie d'origine qui vise à souligner la dimension symbolique des images. En effet, par le codage des réponses sous forme de cubes, les artistes établissent une relation conventionnelle entre les photographies à l'origine du travail et celle obtenue. Or, une convention, bien qu'arbitraire, doit être stable et partagée pour devenir opérante. Ici, le code est mis au point par une poignée d'individus et est redéfini à chaque atelier, si bien que la traduction n'est pas partagée avec le spectateur. En regardant habituellement nos écrans ou la presse imprimée, nous faisons l'expérience quotidienne des liens indiciels et iconiques entre la photographie d'information et son référent. Nous éprouvons une continuité, une ressemblance entre l'image et l'événement documenté. Au contraire, la construction mise en œuvre dans Portable Monument nous invite à expérimenter la dimension symbolique de la photographie. L'abstraction est issue d'une perte de lien direct entre la photographie produite en atelier et l'événement auquel elle se réfère. Les titres donnés par les deux artistes à leur photographie restituent le lien à l'événement, mais saisissent celui-ci dans sa dimension médiatique,
puisqu'il s'agit d'une reprise des légendes présentes initialement dans les médias. Si bien que les inoffensifs cubes colorés ne désignent pas des poseurs de bombes ou la mort d'un dictateur, mais leur représentation à travers les médias. L'image de Kadhafi ne certifie pas seulement la capture du despote. Réalisée dans l'urgence avec un smartphone, la vidéo d'un rebelle libyen anonyme fait d'abord figure de trophée. L'écran de l'appareil a par la suite été photographié par Philippe Desmaz, un photographe de l'AFP. Largement reproduite dans la presse occidentale, cette image d'une image, la première montrant Kadhafi depuis plusieurs semaines, signait internationalement la fin du régime tyrannique. Mais l'image a aussi été publiée en couverture de The Sun le 21 octobre 2011 avec le titre « That's for Lockerbie ». L'image, dans ce contexte, signifiait l'exécution d'une forme de justice pour l'équipe de rédaction du tabloïd. En effet, Kadhafi a été soupçonné d'avoir commandité l'attentat perpétré dans cette ville écossaise en 1988. Finalement, incapable de comprendre le code qui peut lier les images et l'événement référent dans Portable Monuments, nous nous heurtons à une frustrante incompréhension. Et c'est à travers cette expérience que nous saisissons le caractère illusoire d'un réel qui serait directement perceptible dans la photographie de presse. Le duo insiste au contraire sur son caractère construit, artificiel, non immédiat. Les œuvres que nous venons d'examiner témoignent d'une ambiguïté chez les artistes. D'une part, une réserve sur l'aptitude des images à transmettre quelque chose du réel, et d'autre part, une conviction malgré tout de leur capacité à le faire. Finalement, elles témoignent, ces œuvres, de la volonté de ne pas renoncer à la représentation. Cette ambivalence se manifeste également dans le champ de l'art, à mon sens, par l'existence de monochromes numériques présents dans la démarche de plusieurs artistes ayant fréquemment recours à la photographie. Alors, ces œuvres ne sont pas des photographies à proprement parler, ni même pas des photographies qui montrent des monochromes picturaux, ni même des photographies d'éléments du réel qui semblent s'apparenter visuellement à des monochromes, mais des aplats numériques colorés. J'aimerais vous présenter mon propos à travers deux œuvres, l'une de David Birking et l'autre de Ito Steyer, dont on a déjà parlé plusieurs fois aujourd'hui. David Birking, avec la série Profiles, produite en 2011, se concentre sur l'inexistence de certaines photographies dans les médias, plus particulièrement l'inexistence d'images qui montrent les civils victimes des armées occidentales en Irak. Depuis 2003, le site internet Iraq Body Count dresse la liste des morts violentes résultant de l'intervention militaire états-unienne et alliée en Irak. David Birking prend conscience, en consultant Iraq Body Count, des lacunes photographiques de la base de données qui ne présente aucune image des disparus. Divergeant radicalement du traitement accordé aux soldats états-uniens et britanniques, dont le décès fait l'objet d'une annonce illustrée d'un portrait photographique dans les médias. Judith Butler, dont David Birking est un lecteur, explique qu'une vie déterminée ne peut être, à strictement parler, appréhendée comme ayant été blessée ou perdue si elle n'a pas au préalable été appréhendée comme vivante. Si certaines vies ne sont pas qualifiées comme étant des vies, ou si elles ne sont pas d'emblée concevables en tant que telles dans certains cadres épistémologiques, il en résulte qu'elles ne sont jamais vécues ni perdues au sens plein ou reconnaissable, écrit-elle. Iraq Body Count s'efforce de garder des traces de ceux dont la disparition n'est pas portée à la connaissance publique, en collectant sous forme de fiches numériques le nom, l'âge, l'identité sociale et les circonstances du décès des victimes oubliées. Toutefois, l'effort amorcé reste parcellaire puisque sans image de leur existence, nous échouons à appréhender la vie des autres comme étant perdue. David Birking entreprend alors de produire une image des disparus privés de portrait. Sur Iraq Body Count, chaque victime est enregistrée sous un item alphanumérique. Ainsi, là vous voyez la fiche de Rekan Hassan Abdullah, qui est chauffeur de taxi. Sa mort est enregistrée sous l'item FD 1684. David Birking utilise cet enchaînement comme un code hexadécimal. Donc c'est le système du codage informatique des couleurs des écrans d'ordinateur qu'il traduit en code RGB pour obtenir une tonalité. FD 1684, qui désigne Rekan Hassan Abdullah, se convertit alors avec la codification RGB en 253 22 52.
Le monochrome coloré correspondant devient le portrait de la victime, portrait abstrait, sans ressemblance avec le visage de référence. L'artiste accroche les aplats de différentes nuances de rouge obtenues sur d'anciennes visionneuses de films radiographiques. Ces appareils, utilisés en milieu hospitalier, ont pour fonction d'améliorer la lisibilité des images obtenues au rayon X, révélant ce qui n'était pas visible à l'œil nu. Ironiquement, ni l'image, ni le caisson lumineux ne nous permet d'atteindre une visibilité qui demeure inaccessible. La représentation échoue, les images créées ne nous donnent rien des victimes, sinon un écran coloré auquel se heurter. En effet, la représentation provient des codes attribués aux disparus. En choisissant le numéro, une donnée arbitraire et controversée, impossible de ne pas se remémorer les infâmes chiffres tatoués sur la peau des déportés des camps d'extermination. L'artiste démontre que quelque chose s'est irrémédiablement perdu. Il donne à voir une rupture que rien ne parviendra à combler. Si l'œuvre de David Birking échoue à corriger le manque de représentation, elle ne faillit cependant pas en tant qu'œuvre. Il est même primordial pour l'œuvre de fonctionner comme un échec. La surface à laquelle nous nous heurtons dissimule tout autant qu'elle montre. Faute de pouvoir révéler des visages, David Birking nous divulgue les mécanismes de déni participant aux stratégies globales de la guerre. En refusant de comptabiliser les victimes civiles, les États belligérants nient leurs morts. En ignorant leurs portraits les montrant vivants, ils nient leur existence. Ainsi, la démarche documentaire, basée sur une image abstraite, vient formaliser l'existence d'un cadre idéologique qui entoure la fabrique, la diffusion et la réception des photographies d'information, mais également l'ensemble de notre rapport au visible. Visuellement proche de l'œuvre de Birking, en proposant 3 surfaces rectangulaires rétroéclairées, Red Alert, que vous voyez à l'écran, d'Ito Steyerl, réalisé en 2007, est en réalité composé de vidéos de 30 secondes qui tournent en boucle sur des écrans d'ordinateurs identiques, suspendus verticalement sur un mur et placés à proximité les uns des autres. L'artiste dit réinterpréter dans le contexte contemporain l'œuvre d'Alexander Rodchenko, Rouge, jaune, bleu, réalisée en 1921. Libéré de tout contenu et de toute finalité, le triptyque de Rodchenko n'a d'autre signification que lui-même, il n'est que couleur pure. C'est un rapport identique à la médialité qu'engage l'œuvre de Steyerl. L'artiste rejoue numériquement le projet pictural moderniste. Alors que nous expérimentons habituellement une disparition du média dans l'apparition de la chose médiée, autrement dit, puisque nous oublions le canal de diffusion au profit du message diffusé, ici, la chose médiée disparaît et seul subsiste son moyen. En l'absence d'un référent identifiable, l'attention du spectateur ou de la spectatrice porte sur le médium lui-même. Est-ce une vidéo ou une image fixe? Est-ce toujours le même rouge ou un dégradé? Puisque toute entreprise d'information sur le monde soumet les faits et les choses à un filtre, tout documentaire participe à la production d'un savoir-pouvoir que l'artiste fait ici provisoirement cesser. Toutefois, l'œuvre n'acte pas véritablement la mort du documentaire. L'artiste va placer cette œuvre-là au sein d'une réflexion dans un essai intitulé « The Empire of Senses, Police as Art and the Crisis of Representation », dans lequel elle va offrir un regard sur notre monde contemporain. Reprenant le titre du film de Nagisa Oshima, Steyerl désigne par la formule « l'empire des sens » notre société contemporaine qui, selon elle, digère l'information, les discours, pour les restituer sous forme de sensations pures. Le titre de l'œuvre, Red Alert, désigne le plus haut niveau du système d'alerte terroriste états-unien, qui est tout à fait symptomatique de cette condition. Avec celui-ci, dit Steyerl, il n'y a plus besoin d'explication. Il suffit de flasher une couleur sur les gens et de moduler leur humeur. Le pouvoir opère sur le plan du sensible, de l'affect, des émotions. Je dois avouer que l'idée d'une dissolution de l'information dans des couleurs qui relèveraient d'un affect pur n'était pas très évidente pour moi. Ou plutôt, je le comprenais théoriquement, mais j'avais l'impression de ne pas l'avoir expérimenté. Puis, nous avons eu la première carte de déconfinement de la France. Je ne sais pas si vous l'avez vue, et son incroyable légende. Donc en rouge, on a les départements classés rouges, en orange, les départements classés orange, et en vert, les départements classés verts.
Et d'un seul coup, l'idée d'une substitution de l'information dans des couleurs qui seraient pur affect m'est parue beaucoup plus claire. Plus explicitement encore, on peut citer l'omniprésence de la couleur mauve dans l'espace public en Tunisie, sous le mandat de Ben Ali. C'est la chercheuse en infocom Ulrike Luné-Riboni qui en parle en ces termes. Elle dit « Le mauve ne représente rien d'autre que la couleur préférée du président. Son apposition dans l'espace public exprime ainsi sa capacité à le transformer à son goût, donnant à voir sa puissance. » Ces exemples rendent explicite l'idée d'un pouvoir qui substitue à des messages explicites des aplats colorés. Mais le monochrome ne représente pas seulement la dimension policée de nos sociétés contemporaines, c'est-à-dire le pouvoir. Il renvoie également, selon Steyerl, à une esthétisation du politique devenue post-politique. Elle explique qu'adopter les stratégies esthétiques du monochrome ne se limite pas aux alertes terroristes, mais est devenu une marque de fabrique de l'esthétique post-politique. Il suffit de penser à la série de révolutions des couleurs récentes. La révolution rose en Géorgie, la révolution orange en Ukraine, la révolution verte ou du cèdre au Liban. Même la venue de la démocratie présumée en Irak après les élections de 2005 a été brièvement appelée la révolution pourpre. La révolution bleue était le nom de protestation des femmes koweïtiennes pour obtenir le droit de vote aux élections législatives de 2007. À chaque fois, le lien avec une couleur particulière suffisait à évoquer des sentiments d'espoir ou de peur au sein du public, indépendamment de tout contenu politique. Cette théorie des sensations pures se substituant au discours des dominés est à mon sens discutable. L'exemple du mouvement des Gilets jaunes en France a fort bien démontré l'intrication entre visible et dissible, car les dos fluorescents ont dès le début du mouvement accueilli les revendications des manifestants sous forme textuelle. Mais quoi qu'il en soit, c'est le postulat à partir duquel l'artiste envisage notre société, devenue pour elle une sensation pure, qui se substitue aux données, au discours, qu'il s'agisse des mécanismes de la domination ou des mécanismes de la contestation de la domination. Que peut faire l'art dans cette situation, demande alors l'artiste. L'art, c'est ce qui introduit de la différence, dit-elle. Et la différence permet d'aborder le réel et de faire émerger le politique. Steyerl soutient son argumentaire en convoquant le carré blanc sur fond blanc de Kazimir Malevich au prisme de l'analyse qu'en livre Alain Badiou dans Le Siècle. Badiou décrit la peinture de Malevich comme l'apogée du geste de purge. La couleur est éliminée, la forme est éliminée, presque tout est éliminé afin de maintenir la pureté de la sensation. Mais comme le remarque Badiou, il y a une petite différence qui est maintenue dans la blancheur écrasante. La différence entre la forme et le fond, ainsi que la minuscule différence entre le blanc et le blanc. Une différence évanescente qui nous rappelle que la réalité ne réside pas dans la pureté, mais dans l'impossibilité de l'atteindre. Un peu plus loin, en s'attachant au propos de Rancière cette fois-ci, selon lequel le politique commence quand il y a un dérèglement, une interruption des normes sociales établies, Steyerl entrevoit dans l'impureté du monochrome de Malevich une formalisation du politique. Pour le dire autrement, si selon l'artiste et théoricienne, le monochrome est la forme esthétique de la police, c'est-à-dire d'une structuration visant à légitimer et à maintenir l'ordre établi, les dérèglements esthétiques intervenant dans les monochromes de Malevich constituent une forme visuelle du politique. De la même façon, l'œuvre Red Alert introduit des différences ténues mais réelles avec les signaux rouges monochromes qui sont affichés pour évoquer la menace terroriste. Face aux trois écrans, nous ne savons pas si nous percevons un film ou une image fixe, une couleur identique ou dégradée imperceptiblement. Les monochromes de Steyerl rompent avec les sensations pures de l'empire des sens, car ils troublent notre propre perception. Ainsi, dans les œuvres que je viens de montrer, la représentation entendue comme une forme qui induit une identité avec le réel a disparu. Toutefois, le projet documentaire n'a pas, quant à lui, trépassé. Il survit sous les traits d'un dévoilement des biais qui orientent notre rapport au réel. Il se maintient sous la forme d'une divulgation de l'existence des pouvoirs dominants et des mécanismes de nos sociétés policées. Nicolas Mirzoeff, chercheur en culture visuelle, a recours au terme de visualité pour désigner les mécanismes de pouvoir qui se nouent autour du visible. Il emprunte le concept aux écrits du théoricien militaire Karl von Clausewitz, qui retrace en 1832 comment le champ de bataille devenu trop étendu, la visualisation devint le privilège du commandement,
de celui qui, très concrètement, situé en hauteur, dominait visuellement la situation. L'historien Thomas Carlyle, après lui, élargit en 1840 ce principe à toutes les configurations du voir et du pouvoir, où la visualité devient une tactique de contrôle. Alors, Thomas Carlyle est un auteur particulièrement réactionnaire, donc il ne déplore pas du tout cet état de fait et célèbre plutôt l'impossibilité des masses à accéder à une vision collective et à leur propre gouvernementalité. La visualité, toutefois, peut être neutralisée par une contre-visualité, dit Nicolas Mirzoeff. Un droit de regard qui oppose à l'autorité de la visualité une autonomie. L'un des aspects de ce geste offensif, la contre-visualité, est de ne pas produire un visible alternatif, mais de se mettre à jouer avec des règles inconnues de la visualité et qu'elle ne sera pas en mesure de comprendre. Il me semble que les propositions artistiques que nous venons d'examiner constituent des contre-visualités. Elles viennent proposer une riposte à la construction autoritaire du voir. Bien que ces tactiques artistiques ne paraissent montrer que peu de choses, elles mettent à jour les processus de domination se déployant autour des représentations visuelles. Elles affirment un droit de regard. Je vais demander à Héloïse Conesa de prendre la suite, parce qu'on a un petit peu de retard. Donc, je pense qu'on ne fera pas de pause. Il y avait une pause qui était... parce que le problème, c'est que nous devons absolument rendre la salle à 18h. Donc, on a cette contrainte technique. Voilà, je passe... Je passe la parole à Héloïse. Merci, Véronique.